Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial. Au programme, l'actualité et Ariane 6 qui est sur sa toute dernière ligne droite. La Task Force réunie cette semaine pour faire le point sur le lanceur européen. Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, répondra à notre call actu dans quelques instants. Et puis on parlera aussi du nouveau partenariat entre Carista et Eutelsat Communication et de l'Inde qui a lancé sa sonde ce week-end en direction du Soleil. Et puis dans votre Space Talk en deuxième partie d'émission, l'Inde, toujours, qui enchaîne coup sur coup de missions technologiques exemplaires et s'inscrit par la même occasion en nouvelle puissance mondiale du secteur spatial. Nous verrons avec nos invités comment le pays a atteint cette position. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec votre séquence Le Call Actu sur Bismart. Dernière ligne droite pour Ariane 6. La task force du lanceur européen était réunie ce lundi pour donner une conférence de presse révélant du même coup un test combiné réussi et les avancées globales du projet. Alors pour en parler, Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, est en ligne avec nous. Bonjour Karine Levaux, merci d'avoir répondu au Call Actu et bienvenue dans Smart Space. Bonjour Cécilia, merci. Alors vous faites partie de cette task force. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous rappeler aux téléspectateurs de quoi il s'agit précisément et qui en est membre ? Alors cette task force mise en place autour du projet Ariane 6 est composée de plusieurs entités. L'ESA d'abord, qui est l'entité responsable du programme Ariane 6 et du système de lancement Ariane 6. Ensuite, du CNES, qui est le maître d'œuvre des moyens sol Ariane 6, donc tous les moyens en Guyane qui sont nécessaires à sa mise en œuvre et à la préparation des lancements et la réalisation des lancements, mais également de l'adaptation de la base de lancement, évidemment, pour ce lanceur. Et enfin, un acteur majeur, Ariane Group, qui est le maître d'œuvre du lanceur qui développe ce lanceur Ariane 6. Participe aussi à la task force Ariane Espace en tant que fournisseur de services de lancement, celui qui va exploiter derrière ce lanceur et commercialiser les services de lancement. Donc ce groupe se réunit régulièrement, travaille en étroite collaboration avec l'équipe resserrée projet qui est constituée des trois entités que j'ai citées et qui rencontre régulièrement de l'avancement du programme et des différentes sous-parties du projet. Alors là, ce qu'on a compris avec cette dernière mise à jour faite à la presse, c'est qu'on était véritablement sur la toute dernière ligne droite pour le lanceur Ariane 6 avec la réussite de ces tests. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors effectivement, on est dans la dernière ligne droite puisqu'on est dans la phase de réalisation des grands essais systèmes. Après avoir qualifié l'ensemble de lancement ELA4 et transféré la propriété à l'ESA, on a pu démarrer la phase des essais combinés avec un premier essai réussi le 18 juillet dernier qui s'est déroulé au port spatial européen à Kourou, qui a conduit à réaliser pour la toute première fois toute une séquence complète de préparation et de compte à rebours de la chronologie de lancement, donc avec des opérations très clés qui jalonnent cette chronologie de lancement. Le test a duré pratiquement 26 heures et est allé jusqu'à l'allumage de la chambre du Vulcain qui a permis de valider le nouveau système d'allumage de ce moteur qui, par rapport à Ariane 5, est cette fois allumé par le sol. Donc on a validé un certain nombre de procédures, aussi bien en mode normal d'utilisation et de fonctionnement, mais également en mode dégradé et en mode d'urgence. Et les performances du système de lancement complet ont été mesurées avec d'excellents résultats. Donc c'était un premier jalon très important qui a été suivi très récemment, pas plus tard que la semaine dernière, par un essai de mise à feu de l'étage supérieur sur le centre d'essai des moteurs fusées de l'agence spatiale allemande, le DLR, à Lampolshausen. Donc c'était un essai qui a été réalisé par Ariane Group, l'ESA et le DLR, qui a conduit à mettre à feu l'étage supérieur et de dérouler une séquence
totalement représentative de celle qui sera déroulée durant le vol inaugural. Et là encore, c'est un grand succès. On se rappelle quand même que l'étage supérieur d'Ariane 6, c'est celui qui contient finalement le plus d'innovation par rapport à ce qui a été adopté sur ce lanceur, puisque aujourd'hui, ces innovations permettent à Ariane 6 d'abord de disposer d'une capacité de réallumage de l'étage supérieur et également de réaliser une plus large gamme de missions de lancement, puisque ça lui permet de pouvoir faire des missions assez complexes, comme des missions de déploiement de constellations de satellites en orbite basse, ou également de pouvoir délivrer des satellites sur différents plans orbitaux. Quelle est la prochaine étape technologique? Là, vous avez cité les deux gros jalons qui ont été représentés lundi. Quelle est la prochaine étape avant d'arriver à ce vol inaugural pour Ariane 6? La prochaine étape, c'est un prochain essai, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le tir à feu long. Donc, c'est un des essais combinés qui sont réalisés à Kourou, en Guyane, qui là vise à allumer l'étage principal et en fonctionnement stabilisé et dérouler toute une phase de vol complètement représentative d'un vol réel dans l'espace. Donc, le transport du premier prototype Ariane 6 jusqu'en Guyane à bord de canopée, ça aussi, est-ce que c'est déjà programmé? Alors, c'est programmé, c'est prévu à l'automne. Donc là, dans les usines d'Ariane Group, les ingénieurs et les techniciens sont en phase d'intégration de l'ensemble des équipements, des structures, pour finaliser l'intégration complète des étages qui seront transportés par le bateau canopé vers la Guyane à la fin de l'automne. Un dernier mot, est-ce qu'on a une projection sur la date de ce vol inaugural? Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que ce sera en 2024, mais pour affiner la période de ce vol inaugural, il va falloir attendre d'avoir exploité les résultats des essais que nous venons de réaliser, mais également de l'essai qui est prévu dans quelques semaines à Kourou, le fameux tir à feu long, pour pouvoir consolider une phase crédible de vol inaugural. Merci beaucoup, Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, d'avoir répondu au Call Actu. Autre actualité avant de passer au Space Talk, Carista et Eutelsat Communication qui annoncent un nouveau partenariat stratégique. Eutelsat devient un nouveau souscripteur au sein du fonds Space Tech de la société de gestion Carista, qui disposera ainsi de moyens supplémentaires. Depuis 2021, le fonds investit dans de jeunes entreprises françaises et européennes qui développent des solutions liées à la révolution de la Space Tech, avec des tickets allant de 1 à 5 millions d'euros en des séries A. Pour Eutelsat, cette collaboration oriente davantage l'entreprise vers l'écosystème de ces startups, et puis ce rapprochement pourrait offrir de belles opportunités technologiques aux géants des satellites. Autre et dernière actualité, après la Lune, le Soleil. L'Inde a lancé son premier engin spatial consacré à l'étude du Soleil. Ce week-end, la sonde Aditya L1, du nom d'une divinité hindoue qui représente le Soleil, a décollé d'une île située au large du golfe du Bengale ce samedi à 11h50 heure locale. Elle se dirige aujourd'hui vers le point de stationnement Lagrange L1. À environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, là où précisément l'attraction gravitationnelle des deux objets, la Terre et le Soleil, s'annule. Il permettra ce point précis à la sonde de rester en orbite dans une position optimale pour observer les activités solaires. C'est là la mission précise, observer les activités solaires et leurs effets sur la météorologie spatiale en temps réel, tout en consommant un peu seulement de carburant. Alors c'est une nouvelle démonstration de force technologique et économique qui achève de positionner l'Inde comme puissance spatiale mondiale. Et parce que l'Inde est au cœur de l'actualité, je vous propose d'enchaîner avec un Space Talk dédié à ce sujet avec nos invités.
La Lune, le Soleil, Mars et bientôt Vénus. L'Inde prend position sur l'échiquier du secteur spatial international. Ce n'est pas une course de vitesse qui l'a mené là, mais véritablement un marathon, car l'histoire spatiale de l'Inde n'est pas nouvelle. Pour en parler avec nous à distance, Mathieu Weiss, directeur de liaison du CNES en Inde, depuis Bangalore précisément. Bonjour Mathieu Weiss et bienvenue sur le plateau de Smart Space. À mes côtés, Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi d'ailleurs auteur de plusieurs livres, on pourra peut-être en dire un mot. Alors en alunissant, il y a 3 semaines, l'Inde est devenue la 4e nation au monde et la 2e au 21e siècle à poser un véhicule en toute sécurité sur la Lune. Ça change fondamentalement la carte géopolitique du secteur spatial ? Ça la précise, disons, dans la mesure, comme vous le disiez, l'Inde poursuit cette trajectoire spatiale depuis déjà assez longtemps. Ce qui s'est passé récemment répare aussi un échec qui s'était produit il y a près de 4 ans, puisqu'une précédente sonde s'était écrasée au moment d'allunir plutôt. Bon, c'est pas tout à fait extraordinaire, toute l'histoire spatiale est jalonnée de ce genre d'échec. Les Américains, les Russes et les Européens en savent quelque chose. Mais là, en tout cas, ça a été réussi. C'était nominal, comme disaient les techniciens qu'on a pu voir à la télévision en direct. Ils avaient l'air d'ailleurs assez détendus, contrairement au Premier ministre indien qui se trouvait au même moment à un sommet en Afrique du Sud, qui voulait intervenir, bien entendu, et qu'on sentait très, très tendu avant l'alunissage. C'est un enjeu énorme. Et puis alors, coup sur coup, on l'a dit en introduction, réussite technologique avec l'envoi d'une sonde en direction du Soleil. Alors, rembobinons un petit peu l'histoire avec vous, Mathieu Weiss. Derrière ce succès, l'Inde a une longue expérience du secteur spatial en réalité. Effectivement, l'Inde a commencé à peu près en même temps que la France, c'est dire, on l'oublie souvent. Le premier lancement indien a eu lieu en 1963, avec d'ailleurs déjà une charge utile française du CNES à bord de la fusée. Et l'ISRO, donc l'Agence spatiale indienne, notre homologue, l'homologue du CNES, a été créé en 1969. Et depuis lors, l'Inde a effectivement poursuivi cette trajectoire, comme on le disait, avec une continuité assez extraordinaire, puisque depuis le départ, l'Inde a dit qu'elle ne recherchait pas la puissance, contrairement aux autres pays qui s'engageaient dans le spatial dans les années 60, qui avaient surtout pour but de faire une démonstration de puissance et de montrer leur force, je dirais, géostratégique. La position de l'Inde a été toute différente, puisque l'Inde a, dès le départ, poursuivi les objectifs de développement. Et en cela, l'Inde a mis en orbite des satellites pour soutenir sa population, pour aider les Indiennes et les Indiens. Donc ce sont des satellites qui aujourd'hui fournissent des données pour l'agriculture, pour les pêcheurs, pour l'éducation aussi, puisqu'on réussit, l'Inde a été le pionnier, je dirais, de la télééducation. Pour promouvoir l'éducation dans les endroits les plus reculés du pays. Et je dois dire que depuis que je suis ici, je suis étonné par la proximité du spatial avec la population. C'est-à-dire que les Indiens utilisent le spatial, ils savent qu'ils utilisent des satellites tous les jours, ils en sont extrêmement conscients et ils ont d'ailleurs une relation extrêmement fraternelle avec leur agence spatiale et ils suivent de très très près toutes ces missions, dont les 2 dernières évidemment qui étaient des événements historiques ici. L'alunissage, il y a maintenant quelques semaines, mais aussi le lancement de la sonde vers le Soleil, comme vous le disiez. Olivier, c'est ce qui distingue peut-être cette nation, cette relation de proximité entre la société qui se développe et le secteur spatial. Est-ce que le secteur spatial a été vecteur de ce développement ? Je ne sais pas si c'est entièrement propre à l'Inde, parce qu'on l'a peut-être un petit peu oublié. Le spatial revient à la mode en France après une longue éclipse. Il faut se rappeler la passion qu'il pouvait y avoir dans les années 60-70. Un personnage comme Albert Ducrot, qui était journaliste européen, spécialiste de l'espace, était une des plus grandes figures connues dans le pays. Oui, c'est vrai que le jour où
la sonde Chandrayaan 3 s'est posée, tous ceux qui pouvaient étaient devant leur télévision et les autres étaient devant leur smartphone. Les Indiens ont presque tous un smartphone pour suivre ça en direct. Et en effet, il y a quelque chose de très prégnant en Inde. Il faut rappeler d'ailleurs qu'un président de la République, le professeur Abdul Kalam, était lui-même considéré comme le père de l'aventure spatiale indienne. Et donc, oui, tout ça rapproche beaucoup les Indiens de ce qui se passe en ce moment. Puis, le rêve de l'espace, c'est quand même pas propre ni à l'Inde, ni à la France, ni à qui que ce soit. C'est humain. On a vu quelques champs d'application. J'aimerais bien qu'on les développe un tout petit peu. Alors, on a parlé des satellites qui sont très développés, satellites de communication du côté de l'Inde. Qu'est-ce qu'on peut citer encore comme champ d'application dans le secteur spatial indien? Vous pouvez prendre la réponse. L'observation, c'est quand même, et les communications, c'est quand même le principal, hein, que ce soit la météo, la télévision. On ne l'a pas encore précisé, mais il y a quelques années, l'Inde s'est signalée en mettant sur orbite des grappes de satellites, c'est-à-dire plein de petits microsatellites en même temps. C'est pas à la portée de tout le monde. Et ils l'ont fait sur des bases commerciales, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des satellites indiens, c'était des satellites de différents pays, ce qui dénote une maîtrise assez colossale. Et oui... Mathieu, vous voulez ajouter un mot pour en parler? Bien sûr. Alors Mathieu, peut-être qu'on peut rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure de la coopération brièvement avec la France. C'est vrai que l'Agence spatiale indienne a une longue histoire de partenariat avec d'autres pays aussi, mais avec la France depuis déjà 60 ans. Comment s'articule ce partenariat précisément ? Eh bien, la coopération avec la France est effectivement historique et traditionnelle ici. Depuis que l'Inde est devenue une grande puissance spatiale, elle a évidemment des coopérations avec d'autres pays, mais disons que nous avons été les premiers et les plus fidèles, puisque nous avons à peu près tout fait avec les Indiens. Nous avons fabriqué des moteurs de fusée dans les années 80. Alors je remonte un peu plus loin, dans les années 60, nous avons lancé des fusées-sondes ici pour faire des recherches scientifiques. Et après les moteurs de fusée, on a commencé à s'intéresser de très près au climat, bien avant que le climat ne soit une priorité politique et je dirais dans les médias. Donc les tout premiers travaux sur des recherches climatiques conjointes par satellite via l'espace remontent aux années 2000 et on a lancé une flotte de satellites climatiques les uns après les autres. Donc on en voit à l'écran actuellement. Il y a eu Mégatropique, il y a eu Saralaltika, il y aura Trishna qui est un satellite que nous développerons ensemble avec les Indiens. Donc à chaque fois, ce sont des satellites franco-indiens, c'est-à-dire que en gros, nos deux pays qui sont quand même relativement à la Chine ou aux États-Unis, qui sont des puissances spatiales qui n'avons pas forcément autant de moyens que les Américains ou les Chinois, eh bien, en nous mettant ensemble, nous faisons des choses extraordinaires et je dirais que nous payons chacun la moitié du prix pour avoir un bénéfice total, puisque nos scientifiques utilisent ces satellites à 100% côté indien, à 100% côté français. Donc c'est une aventure qui, en plus, économiquement, est extrêmement viable. Olivier Delage. Alors pour être juste, c'est pas une relation exclusive, hein. Les Indiens détestent être dans un tête-à-tête avec une autre puissance. Ils veulent multiplier les partenariats. Et un des plus anciens, à part la France, c'est la Russie. C'est-à-dire qu'après Spoutnik, évidemment, Russes et Indiens ont commencé à réfléchir à la chose ensemble. Et les Russes ont aidé à développer des moteurs cryogéniques. Ils entraînent des cosmonautes indiens. Enfin, le partenariat avec la France n'est pas exclusif de ce qui se passe avec les Russes, et d'ailleurs aussi avec les Américains, puisque il y a eu des Indiens dans des navettes spatiales. Il y a même eu un tragique accident, puisque une astronaute indienne était à bord de Columbia lors de l'explosion de cette navette. Et voilà, et lors du lancement de Chandrayaan 3, même si la technologie était presque exclusivement indienne, le suivi de la trajectoire a été garantie grâce à l'assistance d'une part de l'Agence spatiale européenne et d'autre part de la NASA. Alors vous citez la Russie, est-ce que ça fait toujours partie des partenaires en matière de spatial de l'Inde aujourd'hui ? Bien entendu, et notamment pour un projet de vol habité qui a été reporté
théoriquement à 2025, on verra s'il aura lieu en 2025, mais en tout cas il n'y a pas eu de rupture dans la coopération spatiale entre la Russie contrairement avec l'Europe par exemple, qui est en rupture totale pour l'instant avec la Russie ou les États-Unis. Oui, mais la politique indienne est précisément de ne pas rompre avec les Russes. Très bien. Est-ce qu'on peut situer l'Inde parmi les pays émergents du secteur spatial, même si à partir d'aujourd'hui elle fait partie de ces puissances mondiales, par rapport à ses concurrents? Quelle est sa position? Plus qu'émergent, moi je dirais émergé. On l'a dit tout à l'heure, l'Inde est la 4e puissance spatiale à réussir à poser un satellite, et pas seulement poser un satellite, il y a eu le robot qui s'est déplacé, qui a envoyé des résultats d'expérience. 4, c'est pas beaucoup sur la planète. Il y a la Chine, il y a la Russie, et bien entendu les États-Unis, et maintenant l'Inde. Voilà, donc je pense qu'on ne peut plus parler de puissance émergente, elle a sa place à la table des grands. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Weiss, face par exemple, je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite, qui arrive aussi technologiquement à se développer en direction de Mars par exemple. Quel est votre regard sur la position sur l'échiquier international de l'Inde ? Sur l'échiquier international, l'Inde incontestablement a pris une avance considérable et il est clair que dans le secteur spatial, les choses se voient plutôt de manière sectorielle. Donc l'Inde aujourd'hui est active dans tous les secteurs, que ce soit l'observation de la Terre, les télécoms, la navigation, les sciences, mais aussi la défense et les programmes spatiaux militaires. Donc l'Inde a un spectre complet de compétences spatiales, ce qui n'est pas le cas d'autres pays que vous appelez émergents, mais ce qui est le cas uniquement de gens comme les États-Unis, la Chine et l'Agence spatiale européenne. Avec quel budget elle a réussi ses exploits, l'Inde, en matière de spatial ? Un budget assez austère et serré. Oui. On a lu un peu partout que le coût total de la mission Chandrayaan 3 était inférieur au coût de réalisation du film Interstellar par Nolan. D'accord. Donc ça donne quand même une idée. Il y a 2 aspects que je vois dans cette capacité de tenir les coûts. Oui. L'un, c'est que les salaires indiens sont moins élevés que ceux qui sont en vigueur en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Oui. Mais également, il y a une tradition indienne de ce qu'on appelle là-bas le jugad. C'est le système D, la débrouillardise. Ça ne veut pas dire que c'est fait au rabais. Ça veut dire qu'on cherche l'efficacité avec des moyens très frugaux. C'est de la frugalité, si vous voulez. De la même façon que les médecins et les techniciens ont mis au point un électrocardiographe portatif qui tient dans une petite mallette qui permet aux médecins de campagne d'effectuer des électrocardiogrammes en dehors de tout centre médical. Eh bien, ce même souci d'efficacité et de frugalité est quand même au cœur aussi du programme spatial indien. C'est ce qui explique peut-être qu'autant de projets voient le jour aujourd'hui, mais évidemment, ces 2 derniers projets dont on a pu être témoin, ils datent d'au moins 10 ans, le temps que se mette en place la mission, mais avec un budget qui est équivalent, alors j'ai regardé un petit peu, à celui de l'Allemagne, 1,5 milliard, 1,6 milliard pour l'Allemagne. Alors évidemment, l'Allemagne s'inscrit dans un autre contexte, puisqu'elle participe au budget de l'Agence spatiale européenne, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec la même somme, on arrive à réduire les coûts dans ce pays-là, et c'est ce qui le démarque aujourd'hui et qui en fait un bon partenaire pour d'autres pays, comme la France d'ailleurs. Oui, pour les raisons que j'ai indiquées. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les 2 principales à mon avis. C'est aussi un atout pour la France dans cette collaboration, d'arriver à mener à bien des missions technologiques à moindre coût. Évidemment que c'est un atout. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que les Indiens font leur mission dans des calendriers beaucoup plus serrés que les nôtres, et donc en travaillant plus rapidement, ça coûte moins cher. Je pense que, vous savez, nous apprenons de cette coopération avec les Indiens. Il ne faut pas s'imaginer que l'échange ne va que dans un sens. Bien au contraire, je dirais qu'actuellement, l'échange va presque plus dans le sens de l'Inde vers la France, parce que pour nous c'est extrêmement intéressant de travailler avec des gens qui ont d'autres méthodes d'ingénierie, d'autres méthodes de simplification des process,
de rationalisation. Je voudrais dire qu'on parle souvent du New Space, vous savez, en disant le New Space réinvente le spatial parce qu'ils font les choses simplement, ils font les choses avec, disons, ils popularisent le spatial parce qu'ils arrivent à utiliser peut-être des produits, des sous-systèmes qui existent sur le marché et ils ont ils changent les compétences. Eh bien, le New Space, finalement, ça existe en Inde depuis le début. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Jugaad, c'est le même état d'esprit que le New Space. Je voudrais ajouter qu'il y a probablement d'autres facteurs d'environnement qui expliquent ça. L'un, c'est la qualité des écoles d'ingénieurs publics qui ont été créées dans les années 50 et qui aujourd'hui produisent depuis quelques générations des ingénieurs de haut niveau. Et le deuxième élément que je vois, c'est une culture mathématique propre à l'Inde du Sud, qui est très développée. C'est d'ailleurs pas un hasard si à la tête de toutes les grandes entreprises américaines de technologie, on trouve souvent des Indiens ou des gens d'origine indienne. Et cette culture mathématique, probablement, a facilité la génération d'ingénieurs qui ont contribué au succès de cette conquête spatiale. Et l'essor technologique qui en ressort. Alors, la prochaine étape pour l'Inde, c'est quoi? Le vol habité, vous l'avez dit tout à l'heure? Alors, ce sera... autant que je sache, le projet d'un vol habité, pour l'instant, est en coopération d'un côté avec les Américains, de l'autre avec les Russes. Je n'ai pas connaissance d'un programme à brève échéance permettant d'envoyer des êtres humains dans l'espace qui serait entièrement contrôlé par l'agence spatiale indienne, l'ISRO, mais peut-être dans une étape ultérieure, oui. Mathieu Weiss? Là, je me permets de rectifier, le projet de vol habité est purement indien et il aura lieu, effectivement, il est annoncé pour 2025, il n'y a absolument pas de contribution des Américains, il y a certes l'entraînement des astronautes qui est fait en Russie et il y a un support de la France pour tout ce qui est médecine spatiale, puisque nous sommes au niveau de l'Agence spatiale européenne les garants et les responsables de la médecine spatiale pour les astronautes européens. Mais le projet Gaganyaan est un projet purement indien et avec les technologies indiennes, il est prévu de démontrer que l'on a l'ensemble des compétences pour lancer un humain dans l'espace et le ramener sur Terre de manière saine et sauve. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par le Premier ministre Modi et qui constitue, je dirais, une étape historique dans le développement du spatial indien. Donc on a les moyens financiers d'aller chercher cette étape historique, comme vous l'avez dit, qui est quand même qui nécessite un autre palier technologique pour arriver à ramener des hommes d'une mission dans l'espace. Il y a 10 ans. Et le budget consacré au spatial était un peu moins, était beaucoup moins que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Donc les moyens financiers, oui, si on a des ambitions, on met en place les moyens financiers, c'est ce qui a été fait. Olivier Dalla, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce plateau et merci à vous. Mathieu Weiss, depuis l'Inde, directeur de liaison au CNES. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lily Zalkind.